Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je vous propose une visite particulière. Nous allons visiter un musée et je suis avec un guest, Alota, qui va nous faire un tour privé. Alota, merci beaucoup d'être avec nous. Eh bien, écoute, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être là pour une émission en français. Je crois que ça doit être la première, surtout une émission qui va faire visiter CryptoVoxel à la communauté française. J'en ai jamais fait encore. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Alors pour la petite anecdote sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, j'ai commencé récemment une page sur mon site pour mettre en avant des artistes. Alors j'ai commencé avec Pascal Boyard, qu'on connaît tous, un grand français, et j'ai un petit peu évolué avec Lucho, Swiss CryptoCat et la Citadelle, Silex avec ses caisses, Fnen, sa propagande, Citadel 21, et à force de rencontrer tous ces artistes et d'exposer tous ces artistes crypto, je suis tombé sur le travail donc de Alota, et plus particulièrement de la Mocha, le musée Mocha. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que je trouve que c'est une expérience absolument fabuleuse et je ferai pas très honneur au projet en le décrivant moi-même, donc je vais te laisser nous expliquer qu'est-ce que c'est Mocha, qu'est-ce que c'est ce travail qu'on va explorer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va explorer le CryptoVoxel. En fait, c'est un monde virtuel qui appartient aux propriétaires de terrains. C'est-à-dire que chaque terrain a été vendu. Moi, quand je suis arrivé en 2018, les terrains coûtaient à peu près 20-30 euros. Et, euh, et donc sur ces terrains, on a liberté complète de construction, de gestion. On peut créer des expériences complètement diverses. Au niveau de la construction, ça pourrait ressembler un petit peu à du Minecraft, sauf que c'est du Minecraft sur lequel on va pouvoir apposer des médias, on va pouvoir apposer des vidéos, des gifs animés, on va pouvoir mettre des images avec transparence. Donc en fait, avec un petit peu d'imagination et de connaissances Photoshop, on arrive à faire un petit peu ce qu'on veut dans CryptoVoxel. Et c'est surtout un monde dans lequel on peut arriver juste en cliquant sur un lien et avec n'importe quel appareil, avec n'importe quel navigateur. On arrive directement dans le monde virtuel en 3D avec des commandes clavier qui ressemblent aux commandes classiques des jeux vidéo en FPS. Et voilà, et on se déplace à l'intérieur de ce monde et on peut donner par exemple, ça peut faire ça peut faire office de site internet. Il y a beaucoup de gens maintenant qui n'ont plus de site internet, qui donnent comme adresse une localisation dans CryptoVoxel dans laquelle ils ont préparé une expérience pour les gens qui vont arriver à cet endroit précis. Ah, c'est passionnant, hein. Du coup, j'avais pas compris moi que donc toutes les places avaient été vendues à l'époque, donc c'est vraiment un regroupement d'artistes pour Et bien, représenter ouais, ça. les premiers à être arrivés dans ce monde-là, qui était un monde qui ressemblait un peu à une page blanche au départ, puisque c'était que des cubes blancs, les artistes ont tout de suite vu la possibilité de faire un petit peu tout ce qu'ils voulaient dans ce monde-là, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres mondes où y a des questions de gestion du nombre de polygones qui fait qu'on ne peut pas vraiment faire exactement ce qu'on veut. Pour faire une chaise, on s'aperçoit que dès qu'on fait 3 chaises, on a dépassé le nombre de polygones autorisés, donc on n'en met que 2. Dans CryptoVoxel, on peut foutre un bordel monstrueux, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Avant de faire laguer un monde de voxel avec les machines actuelles, il faut y aller en plus. Donc ça permet vraiment de faire ce qu'on veut. Et pour bouger dans ce monde, alors je sais bien bouger, par contre pour voler, je sais qu'il y a une option pour voler. Oui, tu appuies sur F pour voler et une deuxième fois sur F pour atterrir. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu de hauteur et vous allez voir et comprendre très vite l'étendue de ce projet, de cette ville, hein. C'est impressionnant le nombre de bâtiments. C'est vraiment du Minecraft, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est beaucoup plus poussé que du Minecraft, mais dans l'idée, c'est vraiment du open world où chacun peut faire ce qu'ils ont envie, hein. C'est absolument passionnant. Du coup, peut-être que pour commencer, au lieu de se perdre, parce qu'on se perd en fait, hein, l'origine de ce stream, c'est que j'ai découvert ça et je me suis perdu dedans pendant plusieurs heures à explorer. Et à un moment, je me suis dit, c'est énorme, c'est beaucoup trop gros à explorer tout seul, ça va rien rendre en vidéo. Du coup, le plus simple, c'est que je trouve quelqu'un qui s'y connaisse, qui contribue au projet, et c'est là où je t'ai trouvé. Du coup, en te trouvant, j'ai découvert ton site et j'ai découvert tout ce que tu avais fait pour Bitcoin et l'écosystème. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton travail, donc avant Mocha? Qu'est-ce que c'est tes œuvres? Comment ça se passe tout ça? Alors, j'ai commencé en fait, j'ai toujours été dans les arts plastiques on m'a proposé un travail on m'a proposé de me payer en Bitcoin en 2017.
Et là, j'ai commencé à mettre un petit peu le nez dedans. J'avais déjà entendu parler du Bitcoin pour les mauvaises raisons, et comme tout le monde. Et je m'y étais pas intéressé plus que ça. Et là, ce jour-là, bah, je commence à regarder un petit peu des vidéos sur Internet. Je tombe sur Antonopoulos, donc je tombe directement sur une source qui était plutôt pas mal. Et ben, j'ai accroché tout de suite, quoi. J'ai accroché surtout pour tout le côté révolutionnaire du truc. Alors ce boulot, ça s'est jamais fait. J'ai jamais été payé les bitcoins en question, mais en tout cas, ça m'a plongé la tête dans les cryptos et j'en suis plus jamais ressorti depuis. Et j'ai donc créé un compte Twitter pour voir un petit peu ce qui se passait. Je me suis dit, on va prendre un nom rigolo, c'est comme ça qu'est sorti Allotamony ce jour-là, d'un peu n'importe où. Et j'ai commencé petit à petit à faire des mèmes, à participer graphiquement à tout ce petit monde, à faire des bannières Twitter. De plus en plus, j'avais de plus en plus de commandes, ça marchait très très bien. J'ai McAfee qui est arrivé, qui m'a demandé de lui faire sa bannière, qui ensuite m'a demandé de lui faire une série de 100 posters qui représentaient les gens les plus influents de la cryptosphère. Il m'a filé sa campagne électorale dans les mains, j'ai fait ses affiches, ses posters, ses machins. Enfin bon, j'ai eu une année 2019 qui était assez folle avec McAfee. Et après, je suis arrivé dans les NFT. J'ai rencontré Sparrow, je lui ai demandé déjà dans un premier temps s'il y avait un monde virtuel dans lequel je pouvais exposer ce que je faisais comme travail sur Twitter, et elle m'a proposé de venir sur une de ses parcelles qu'elle n'utilisait pas. Elle m'a dit, bah, si tu veux utiliser cette parcelle, moi j'en ai pas besoin, on verra plus tard ce qu'on en fait. Elle me l'a donné depuis. Et donc j'ai commencé à construire sur cette parcelle. Des gens ont aimé ce que j'avais fait, m'ont proposé de monter une galerie, un pâté de maison plus loin pour une exposition qui avait lieu en même temps à Los Angeles et dans les mondes virtuels. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à avoir des gens qui me demandaient de construire des choses dans CryptoVoxel, et je suis devenu pendant un an architecte CryptoVoxel. Là, j'ai un petit peu arrêté maintenant parce que ça prend énormément de temps et j'ai d'autres activités qui sont arrivées. Mais voilà, pendant un an, j'ai construit énormément de bâtiments et vendu énormément de bâtiments dans CryptoVoxel. J'ai même loué des bâtiments. Alors là, c'est absolument passionnant. J'ai une quantité de questions. J'ai essayé de les aborder une à la fois. J'ai montré pendant que tu parlais, évidemment, les bannières, du coup, que vous pouvez voir à l'écran. Hein. Ils sont superbes, les bannières Twitter des gens qui sont souvent très influents, enfin les gros influenceurs, les youtubeurs, des personnes assez connues. Pour McPhee, la campagne, je t'avais suivi à l'époque, je savais pas que c'était toi, mais j'avais vu un certain nombre de posters et d'affiches et je les trouvais absolument fascinants. J'ai mis sur un grand écran The Shortcut avec Tonverse. Je trouvais qu'il était particulièrement drôle parce que c'est vrai qu'il sait enfin raser les cheveux, mais pour ceux qui s'en souviennent, il fallait quoi. Il fallait qu'il fasse quelque chose, c'est même très étrange qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Ça veut dire qu'il n'écoutait personne, parce qu'il n'y en a pas un seul qui devait lui dire qu'il était bien coiffé, j'imagine. Ah ouais, non, bien sûr. J'ai une autre question, du coup, qui a l'air passionnant pour les gens qui ne sont pas habitués. Tu dis que tu fais une galerie à Los Angeles et dans les mondes virtuels en même temps. Oui. Comment est-ce que c'est imaginable pour les gens du marché traditionnel de l'art, on va dire, d'un coup se dire, bah, nos concurrents sont dans le monde virtuel. Tu as parlé de NFT, il faudra peut-être expliquer rapidement qu'est-ce que c'est un NFT pour les gens, parce que c'est un mélange des deux finalement. Le monde virtuel permet d'avoir cet engouement. Sans le principe même du NFT, ces mondes virtuels avec un principe de propriété ne pourraient pas exister. C'est-à-dire que le smart contract permet de s'approprier des éléments digitaux, permet de leur donner une origine, de leur donner un propriétaire, un historique, et tout ça est sur la blockchain. Donc ça permet des choses comme des titres de propriété virtuels pour un appartement virtuel. Ça permet d'avoir une œuvre digitale avec un smart contract qui garantit que cette œuvre n'existe en un seul exemplaire, qu'elle a été émise par le portefeuille officiel et déclaré de l'artiste, qu'elle est traçable jusqu'au portefeuille du collectionneur et des futurs acheteurs. Elle contient des royalties qui font qu'il y a en général 10% qui reviennent à l'artiste quand l'œuvre est revendue, et ça pour les siècles et les siècles. J'espère que ma fille continuera à toucher de l'argent sur des choses qui se revendront plus tard, par exemple. Voilà, donc c'est le NFT, le principe même du NFT
du smart contract NFT, du fait de tokeniser une propriété virtuelle. Et c'est désormais quelque chose de possible, et il y a toute une économie qui se développe autour de tout ça. Et je pense que là, on parle énormément de NFT, mais très vite, on n'en parlera plus parce que tout sera NFT. Le billet d'avion sera NFT, l'acte de mariage sera un NFT. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la blockchain sera une solution qui sera adoptée par tous les gens qui ont besoin d'un certificat, et ça permettra de se passer une fois de plus des intermédiaires. Exactement, c'est absolument passionnant et je pense que tu as raison, tout va finir en NFT. Alors les premières utilisations, c'est souvent l'art qu'on le voit. Il y a également les jeux vidéo qui sont extrêmement exploités par les NFT parce qu'il y a une logique derrière ça, on va dire, hein, le fait qu'un objet... Oui, ça coule de source. Ouais, ça coule pour tous les joueurs. En fait, il y a eu très peu de surprises de voir les NFT arriver. Et, le jour où on a commencé à leur vendre des casquettes à $5, des casquettes en pixels, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait une valeur dans la virtualité. Et cette valeur-là, maintenant, elle est palpable. C'est-à-dire que cette casquette, maintenant, ils vont pouvoir la revendre. Elle aura peut-être même pris de la valeur, leur casquette, si elle a été créée en 2020 et qu'ils la revendent en 2022, elle sera peut-être devenue rare, etc. C'est ça, un exemple concret pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins dans le jeu vidéo, c'est Counter-Strike. Counter-Strike, c'est quand même un vieux jeu vidéo, donc on a peut-être déjà tous vu ce que c'était et ce que ça représentait. C'est les couteaux. Les couteaux valent extrêmement cher. Si on pense à Team Fortress 2, ce sont les chapeaux qui coûtent extrêmement cher. Si on pense à des MMO, ce sont des armes secrètes qui valaient extrêmement cher. Il peut y avoir des vaisseaux dans certains jeux vidéo. Donc tous ces objets, finalement, peuvent devenir et vont devenir des NFT pour les rendre plus... partageable, vendable, etc. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Oui, ça permet énormément de choses. Et le monde de l'art a très vite compris, le monde de l'art a réagi très vite aux NFT, parce que le gros problème dans le monde de l'art, c'est l'authentification d'une œuvre et la traçabilité d'une œuvre. Et il suffit de regarder un petit peu l'historique des 20 dernières années des plus grandes galeries. Il y a eu énormément de millions de fausses œuvres d'art qui ont été vendues. Et pour toutes ces galeries, il y a beaucoup de gens qui sont payés à authentifier de l'art, qui commencent un petit peu à se demander ce qu'ils vont faire plus tard. Mais à l'heure actuelle, pour ces galeries, c'est une solution merveilleuse, c'est fabuleux. Il suffit d'avoir l'œuvre sous forme de NFT pour enlever la majorité de leurs problèmes, que ce soit les assurances pour le transport des œuvres, pour ce genre de choses. Enfin, pour eux, ils sont à fond dedans, quoi. Ils ont compris tout de suite pour eux l'intérêt. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une industrie en plein boom. Sur la chaîne, on a récemment eu une interview avec donc Orwell par rapport à tout le milieu d'avocats qui est en train d'évoluer avec cette nouvelle technologie. Là, on est en train de voir le cas de l'art. On a vu également pour tout ce qui était site internet. Vous devez vraiment comprendre que Bitcoin, la crypto, etc., la blockchain, les NFT, tout ça, cette base de données immuable qui peut permettre cette identification à travers le temps, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et quand tu parles de business model, ou du moins ce que tu as expliqué dans le sens où tu aimerais bien que ta fille continue à toucher des royalties par rapport à ton œuvre, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible dans notre système traditionnel. Pensez-le comme un billet de concert. À partir du moment où le billet de concert est vendu, si moi je le revends à quelqu'un d'autre, la personne qui organise le concert, les artistes, ne vont pas retoucher de l'argent sur ce changement de prix, ce changement de possession. Pareil pour l'art. L'artiste est détaché du produit à partir du moment où il est vendu une première fois. Grâce à cette base de données immuable dans le temps, hein, qui peut être Bitcoin ou qui sera peu importe ce qui va être utilisé dans le futur, d'un coup, ce problème n'existe plus parce qu'on a toujours une traçabilité de l'auteur. Oui, et tout un tas d'autres conditions peuvent être mises dans le smart contract. C'est-à-dire que là, on parle de royalties, donc un pourcentage à la revente à chaque fois, mais ça peut être des bons cadeaux pour une entreprise qui vend par exemple qui distribuerait des NFT à ses meilleurs clients, et quand ces NFT sont réunis, l'équivalent de bons cadeaux, de trucs qui se collectionnent, mais inscrits sur une blockchain avec un système qui est vérifiable par tous les utilisateurs du système en question. Ça permet même une gamification de plein de choses. On va voir des choses apparaître dont on n'a pas encore la moindre idée, et si on l'avait, on deviendrait riche. Ouais, non, mais bien sûr, il faut comprendre que comme c'est une industrie qui a Bitcoin a 12 ans, les NFT ont à peu près 5 ans, je pense, ou 6 ans. J'avais cru voir les premières en 2016-2017, j'imagine. Oui. Enfin, il y avait des équivalents de NFT sur la blockchain Bitcoin il y a très longtemps. Oui, alors il faut comprendre que c'est un concept quand même qui est assez vieux, parce que en ce moment, peut-être qu'on peut en parler rapidement, il y a quand même une hype très 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 forte des NFT.
Il y a un vrai engouement dans les médias et un petit peu partout. Sauf que bah, voilà, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Hein. Ça, c'est un concept qui est quand même assez vieux, c'est un concept qui existe. C'est simplement qu'il n'y avait pas de market fit, on va dire. Il n'y avait pas encore assez d'engouement. Donc c'est une excellente chose que d'un coup ça se développe, mais ça se fait Oui. par vague. Ça se développe très très vite en ce moment. Il va y avoir un moment où énormément de gens vont vouloir rentrer dans le NFT. On est à peu près dans la même folie qu'on a connue avec les débuts d'Internet. C'est-à-dire, au bout d'un moment, bah, tout le monde voulait un site Internet. Les gens ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient pouvoir y faire. Et puis, alors, il y avait beaucoup de gens pour vendre des sites Internet et beaucoup de gens pour acheter n'importe quoi. Et à un moment, bah, la bulle a explosé. Bon, on voit où est Internet aujourd'hui. C'est pas ça qui a tué Internet. Mais il y a eu un moment où tout le monde et son chien avaient besoin d'un site Internet. Il va y avoir ça bientôt. Bientôt, on va avoir des NFT. Enfin, on ira chez Carrefour, on aura 4 NFT dans les poches parce qu'on a acheté des chips, parce qu'on a acheté machin, parce qu'on a acheté trucs. Il y en aura 2 partout. Et à ce moment-là, l'engouement qu'il peut y avoir autour des NFT et le fait que beaucoup de gens investissent dans les NFT à l'heure actuelle va s'écrouler, c'est certain. Mais les NFT en eux-mêmes sont là pour rester, c'est clair. Ouais, c'est passionnant. Du coup, c'est une question quand même qui est importante parce que souvent, les personnes dans cette industrie viennent avec la pinte du gain en premier et puis après ils se rendent compte que c'est plus une révolution aussi bien technologique que sociale et qui est assez importante. Est-ce que c'est une bulle? Est-ce qu'il faut, enfin, je vais donc quand même dire à tout le monde, il faut faire attention quand vous achetez. C'est pas parce que vous achetez un NFT que ça a de la valeur. Il faut toujours penser par rapport à la vraie valeur, on va dire, intrinsèque du produit, donc par rapport à cet artiste, par rapport à son utilité. C'est pas parce qu'on vous dit que ce tweet est un NFT qu'il a forcément de la valeur. Il faut toujours bien réfléchir, surtout quand on parle d'argent. Pour toi, c'est pas encore, enfin, on est encore au tout début de cette bulle ou du coup cette mania, Oui. et on va aller encore très très loin. Ben, ça va aller très vite, hein. Là, on est parti sur ce qu'ils appellent la S-curve, c'est-à-dire c'est la Ouais. courbe, des nouvelles, de l'arrivée des nouvelles, de l'adoption des nouvelles technologies. Donc là, si on arrive vraiment dans une S-curve, on risque de monter en flèche très haut à un moment. Euh, je pense qu'il y a encore du chemin parce que là, bah, je sais que avant l'été, il va y avoir toute une industrie qui n'a pas encore réellement exploité les NFT qui arrivent, mais des géants qui arrivent. Donc déjà à ce niveau-là, il va y avoir de plus en plus d'industries qui vont s'y mettre. Et après, il va y avoir toutes les autres petites industries qui gravitent autour, qui vont se dire on est à la bourre, on n'a rien fait, il nous faut du NFT, il faut qu'on fasse des NFT, et qui vont partir dans tous les sens et qui vont faire tout et n'importe quoi. Donc là, entre le 1er avril et le 10 avril, j'ai eu 6 personnes qui m'ont contacté pour faire du consulting parce qu'elles désiraient ouvrir une plateforme de NFT et qu'elles voulaient le point de vue d'un artiste pour faire ça le mieux possible. Donc je leur ai expliqué que j'avais un petit peu l'impression de donner des conseils à plein de mecs qui voulaient sortir avec la même fille en sachant qu'elle était lesbienne et mariée, quoi. Ça servait à rien. Ben c'est ça, parce que là, il parle de créer une plateforme, mais des plateformes, il existe déjà. On va pas recréer Oui. encore une blockchain, alors que bah, une blockchain, enfin, vous savez que je suis quand même que Bitcoin, parce que pour moi, bah, Bitcoin, c'est une base de données immuable dans le temps, c'est un timestamp. À un moment, t'as pas besoin d'avoir 1 milliard de blockchains. Si tu peux simplement remettre cette authentification dans une blockchain, donc dans celle de Bitcoin par exemple, où c'est authentifié, bah t'as pas besoin de recréer la roue à chaque fois. Après ça c'est peut-être mon point de vue. Est-ce que c'est à peu près ça que tu veux dire? Est-ce qu'il y a besoin de recréer des plateformes NFT? Est-ce que c'est la Non, en solution? fait, à l'heure actuelle, la majorité des plateformes fonctionnent sur Ethereum. Ouais, bien sûr. Car le token, enfin, à l'heure actuelle, les tokens ont été développés au départ sur Ethereum et les programmeurs ont bossé là-dessus en priorité. Donc, c'est par cette blockchain-là que tout a commencé. Maintenant, on commence à avoir des blockchains externes comme Tezos qui commencent elles aussi à être de plus en plus utilisées. Quand je parle des NFT, c'est surtout au niveau de l'art, hein. Au niveau de l'art, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait absolument pas le choix. Il n'y avait que des plateformes Ethereum. Et enfin, les seules plateformes efficaces avec autant de collectionneurs que d'artistes, on va dire, étaient des plateformes Ethereum. Et c'est encore le cas à l'heure actuelle. Ce qu'on fait sur cette blockchain Ethereum, ça serait tout à fait possible de le faire sur la blockchain Bitcoin. Ouais, Et bien je sûr. pense que de toute façon, la communauté est assez agnostique, hein. Tout le monde ira vers ce qu'il y a de plus efficace pour son propre cas. Oui, bien sûr. En fait, il faut comprendre que
peu importe qui est le premier, à partir du moment où l'idée est bonne, et les NFT pour moi c'est une bonne idée, parce que à un moment c'est quand même nécessaire, et il y a, comme on l'a vu, il y a une vraie utilité, aussi bien dans l'art que dans la musique, que le jeu vidéo. Tu vas parler de Carrefour, je sais pas ce qu'ils vendront dans Carrefour, mais je suis sûr qu'ils vendront plein de trucs. Hein. Tu auras ton NFT skin Fortnite acheté directement à ton libraire. Dans l'idée, on peut vraiment imaginer ce qu'on a envie. Hein. Voilà, ou quand tu auras acheté 20 packs de coca d'1 litre, tu auras ton skin Fortnite qui sera fourni directement par le contrat Carrefour. C'est-à-dire que quand tu le revendras, non seulement Fortnite aura un peu d'argent, mais Carrefour aussi. Ouais, voilà. Et du coup, tu parlais de gros gars, donc là, ça y est, ça, hein, parce que c'est toujours ma crainte entre est-ce qu'il y a vraiment de l'adoption institutionnelle, est-ce qu'il y a vraiment des gros acteurs qui rentrent dans le milieu, est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui sont mis sur la table pour développer ces passerelles entre notre monde, hein, parce que c'est quand même une bulle dans laquelle on vit, hein, c'est le monde de la crypto a beau grossir, on est quand même encore une petite niche grandissante, et le monde traditionnel des géants. Tu vois ce vrai changement ? Oui, enfin, je vois des artistes à l'heure actuelle, tout le monde est contacté par des acteurs de plus en plus gros, qui ont des projets de plus en plus gros. Alors ça, c'est une nouveauté pour moi. J'ai signé des NDA, des accords de non-divulgation à la tour de bras depuis le mois de janvier. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au mois de juin va arriver toute une industrie entière. On va dire les 3 géants d'une grosse industrie vont lancer leur plateforme, vont lancer leur truc, et c'est une industrie entière qui va arriver. Et je pense qu'après vont suivre d'autres industries du même ordre. Enfin, je pense qu'ils vont plus trop avoir le choix à partir d'un moment. Ça va être il est en train de se passer à peu près la même chose qui s'est passé quand les MP3 sont arrivés. Vous voyez, que tout le monde s'est mis à flipper, tout le monde s'est dit, enfin, toutes les maisons de disques, tous les distributeurs se sont mis à flipper et ont été obligés dans un premier temps de rentrer en guerre contre le truc, et puis après d'abdiquer et de trouver des solutions. Là, ils en sont déjà au stade, ils ont compris que c'était perdu d'avance, ils ont trouvé des solutions, ils arrivent avec. Ah ouais, c'est passionnant. Pour moi c'est évident, hein. C'est pour tout le monde qui le savent. La fin de ma chaîne pour mes vidéos, c'est vous avez 2 choix, l'adopter ou l'ignorer. Ce qu'on se rend compte, c'est que comme il y a déjà l'exemple d'Internet, ils adoptent beaucoup plus rapidement, parce que le coût d'adopter comparé au coût d'être laissé en arrière et de perdre leur avantage est l'équation est vite réglée, quoi. C'est vite répondu. Maintenant, il y a assez d'historique pour que la question soit même pas débattable, quoi. Ouais, c'est évident. C'est évident. Tu ne combats pas la technologie quand elle est globale, mondiale, et il est impossible à arrêter. Il y a peut-être qu'en France, hein, où on arrive à oui, en France, ouais, mais en France, on aime bien. Ouais, on aime bien, ça fait notre charme. Il y a toujours des gens qui doivent espérer le retour du Minitel sous une forme 4K. Sans aucun doute. Écoute, je me suis pas mal baladé dans tout cet univers, j'ai essayé de montrer un certain nombre de bâtiments. Alors comme vous pouvez le voir, le plus simple c'est d'aller vous-même l'explorer, hein, parce que ça rend jamais hommage avec la résolution d'une vidéo YouTube, et là où je m'arrête, il y a vraiment une variété de panels assez impressionnants. En termes d'art, c'est ça que j'ai toujours apprécié avec l'art, hein, c'est que tout le monde peut en faire déjà, il n'y a pas de barrière à l'entrée, théoriquement. Et surtout, tout le monde a ses pattes graphiques, son style. Du coup, on va peut-être essayer de parler de ton style à toi. On a vu déjà ce que tu avais produit pour Bitcoin Twitter, Crypto Twitter et toute cette partie. Tu es également, du coup, tu t'appelles un artiste architecte. Est-ce que c'est bien ça? Et est-ce que tu peux me passer le lien pour que j'aille te rencontrer? Alors, bouge pas, je vais te passer le lien. Comme je me suis mis en plein écran, il va falloir que je le récupère. Hop. Du coup, on s'est téléporté directement dans ton antre, appelons ça comme ça. Alors, explique-moi tout, vas-y, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tes œuvres, c'est toi qui as tout créé. Quand est-ce que tu as commencé ce projet? Je t'en prie, là. Voilà, alors en 2018, quand Sparrow me passe le lieu, je me 400 mètres carrés pour exposer mes œuvres. Donc, je me suis fait le plaisir de mettre quasi presque tout, quoi, tout ce que j'avais fait à la fois pour les bannières de Twitter, de Crypto Twitter, mais aussi toutes les illustrations que j'avais pu faire à gauche, à droite. Enfin, je produisais énormément, parce que pour vous dire la vérité, j'ai eu un problème de santé. Je me suis retrouvé en arrêt maladie pendant bien 6 mois, et c'est un petit peu ça qui m'a donné le temps de faire toutes ces jolies créations Twitter. Et voilà. Et à la fin de cet arrêt maladie, j'ai pu me consacrer uniquement à l'art, et
et aux NFT. Alors, je sais pas si tu me suis, moi je me promène en fait, je regarde ma caméra. Oui, non, Je sais- promène-toi. Alors, du coup, ils ont quand même ma caméra parce que c'est toujours plus simple de montrer ce que moi je vois. J'essaie de D'accord. m'arrêter pour pas aller trop vite parce que quand t'as l'habitude de jouer aux jeux vidéo, tu vas très vite partout et tu regardes Et oui, tout une seule c'est fois. un peu ça. Oui, tu te fais Euh, des pages assez rapides. Ouais, c'est ça. C'est fort probable que du coup mes viewers ont un petit peu moins d'aisance avec une caméra qui bouge dans tous les sens. Je vais essayer de faire un effort pour vous. C'est impressionnant la quantité. Bon, j'espère que ton problème de santé va Là, bien. Je sais pas j'ai si mon tu imprimante. veux. T'as ton Oui, imprimante oui, Tether. ça va beaucoup mieux. C'est mon imprimante, ça. Ah, mais juste à côté de son créateur. Exactement. Exactement. Son créateur qui s'appelle Craig Fektoshi Wright. T'as Alors une- là, ici, c'est mon espèce de petit temple. Avec la lune Bitcoin. Bah, je pense Oui, que ça vous donne une idée, les gens, d'à peu près la complexité de ce monde et également les possibilités infinies, quoi. Enfin, on a un truc de Rick and Morty dans le ciel, on a tes œuvres d'art, on a des NFT qui bougent, on a des printers, on a des hologrammes. euh, Tout est alors tiens, possible. suis-moi, on va sortir d'ici. Et on va aller alors. Parce que là, j'ai un petit peu tout le quartier, si tu veux. Parce que Vas-y, vas-y, hein. à l'époque où je suis arrivé, bah voilà, il suffisait de dépenser 60 euros et tu avais deux parcelles, quoi. Donc, Ah oui, alors là, c'est une autre question, parce que on te les a donnés, donc tu dis 60 euros. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus dur ou cher de récupérer de l'espace dans ce genre d'endroit, non? Ou alors pas tant que ça? là, on est en plein centre. C'est-à-dire, on est dans l'île principale, on va dire. Et l'île principale est déjà vendue à 100%. Donc maintenant, il commence à y avoir des îles annexes qui sont créées autour, avec des prix qui sont encore tout à fait abordables, de l'ordre, on va dire, un demi, entre un demi et un Ethereum, qu'on va dire entre 1000 et 2000 euros. Bon, ça reste quand même excessif, mais ça reste quand même cher, on va dire. Mais dans le centre, ici, on peut aller jusqu'à 20 Ethereum facile. D'accord. Alors, une Pour une- notion que souvent les gens vont pas comprendre, c'est mais pourquoi acheter avec de la vraie argent? Donc, si on me parle en bitcoin, bon, parce que Ethereum, on va dire, bref, mais si on parle en bitcoin, pourquoi mettre dépenser de la vraie argent pour quelque chose de complètement fictif si après tout, on peut recréer une parcelle à côté, on peut étendre le truc, on peut créer des téléporteurs. Pourquoi être au centre? On devrait payer plus que être n'importe où dans le monde digital où rien n'est rare, sauf du coup maintenant les NFT et bitcoin. Mais c'est le marché qui s'est développé comme ça, en fait. Celui qui avait une parcelle dans le centre a toujours eu plus de facilité à la revendre, donc a pu pratiquer des prix qui étaient plus importants. Et c'est vraiment le marché qui a décidé du prix de tout ça. Personne n'a manipulé les prix, ça s'est fait de façon organique sur 3-4 ans. Et là, à l'heure actuelle, on n'est pas spécialement dans un pic au niveau des prix, on est dans quelque chose de relativement normal. On est pas, ça fait 2-3 mois, on va dire que les prix sont stables. Très bien. Alors là, c'est le bâtiment qu'on a visité, donc le premier avec la galerie d'art. J'ai vu que t'as un bateau pirate. Alors le bateau Euh, pirate a été fait par un ami qui s'appelle Hogar, qui lui aussi est architecte dans CryptoVoxel. Je lui ai demandé de me faire un musée pour exposer ma collection. Ça, toutes les œuvres qui sont là, c'est des collections d'artistes que j'apprécie, Attends, des œuvres que je, j'ai achetées. je redescends et je passe par l'entrée principale. Et oui, voilà, donc il m'a fait un bateau pirate magnifique, avec des détails de partout. Ouais, les canons. Donc Hogar aussi est français. Oui, est-ce que tu pourrais peut-être, tant que je me balade sur le bateau pirate, me parler de deux choses? Du coup, tu as fait énormément d'œuvres d'art par rapport au milieu crypto. Là, ce que je vois, c'est plus ta passion. Enfin, il y a beaucoup de couleurs, c'est très animé, c'est très un Ah peu ce là, what the fuck, cette patte que t'as. là, c'est ce que j'achète, ce que tu vois, c'est pas les œuvres que Ah, j'ai d'accord, faites. ok, c'est ce que tu achètes. Ouais, voilà, ça c'est la collection des artistes que j'apprécie en fait. Là, j'avais demandé à Hogarth de me faire un endroit où je pouvais exposer cette collection de NFT que j'ai. C'est ma collection de NFT. C'est pas Voilà, du alors là, tout. c'est peut-être quelque chose de super important du coup pour les sceptiques comme moi, hein, qui suis pas non plus le plus. Enfin, j'ai toujours été sceptique des NFT d'un point de vue acheter quelque chose que tu peux copier-coller. Peut-être qu'on parlera de cet argument après. Donc là, Oui, c'est vraiment un exemple concret de qu'est-ce que on pourrait s'attendre. Personal NFT Collection. T'as acheté ces œuvres au travers le temps, peu importe le montant que tu voilà. les as achetées, et pour aller les voir, tu vas dans ton petit espace, ta petite bulle perso, comme on aurait un monde virtuel avec un Oculus Rift, avec ce genre Ouais. d'appareil, c'est ça? Alors oui, j'irai même plus loin. Là, c'est l'endroit où ma collection aux autres. C'est-à-dire que l'endroit où moi j'ai mon, il n'est pas accessible.
à tout le monde. Vous voyez, j'ai mon petit D'accord, monde à ok, ouais, moi, ouais, ouais. j'ai ma propriété privée virtuelle dans laquelle j'ai mes œuvres qui est exposées, etc. Et dans lesquelles, à l'endroit où j'invite des amis, où je reçois des gens, etc. Mais c'est pas un lieu que je veux accessible à tout le monde. Très bien, c'est absolument passionnant, hein. Souvent, les gens sont complètement ahuris quand je leur explique que oui, nos réunions se font sur la Citadel VR, ils se font les mercredis sur le Campfire Bitcoin, et que oui, non, on fait pas du Zoom, on va dans des mondes virtuels, et avec des canapés, des jeux et tout. Les gens on commence à comprendre, mais c'est toujours... il faut le Alors là, voir pour le croire, quoi. là, on arrive dans le. Là, par exemple, ici, on est chez moi. C'est-à-dire que là, là, tout ce que tu vas voir dans ce bâtiment-là, c'est. Alors, j'ai appelé ça c'est My Art. Et j'ai exposé à peu près tous mes NFT. Alors, le souci, c'est que j'ai pas optimisé les vidéos. Donc, très vite, tu arrives au paradis du lag à l'intérieur. C'est-à-dire que tu dois avoir au bout d'un moment une projection diapo sur chaque truc, alors que c'est censé être fluide. Mais je vais optimiser tout ça quand j'aurai le temps. Alors, j'ai une grande question que peut-être mes viewers vont avoir. Un NFT, donc c'est un non-fungible token. C'est un token Ouais. unique qui est créé grâce à un smart contract pour représenter la propriété de peu importe ce que tu as décidé que ça représenterait. Euh, Là, souvent, on voit quand même des NFT qui bougent parce que comme on est dans le monde virtuel, on peut se permettre d'animer un petit peu l'art, ce qui est très intéressant. Mais un NFT peut être très bien aussi de l'art statique. Une Ah oui, simple photo peut être aussi bien de l'NFT que ce genre de poster en vidéo, je sais même pas c'est quel format, mais qui bouge. C'est bien ça? oui, 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 ça peut être n'importe quel fichier animé ou non, peut être transformé en NFT. Moi, j'ai toujours utilisé les animations. Peut-être dans un premier temps parce que, à mes yeux, ça justifiait le NFT. C'est-à-dire que exposer de l'art animé autrement n'était pas possible. Donc c'est peut-être pour ça au départ que j'ai décidé de faire quasiment uniquement que des œuvres animées. Et puis avec le temps, j'ai préféré conserver ça. Ça permet de raconter plus facilement des histoires, et dans mon cas souvent des histoires drôles. Oui, alors du coup, on peut peut-être parler un petit peu de ta patte graphique, hein, qui est très, si je dois la décrire sans, enfin, je sais pas que c'est pas vulgaire, mais c'est what the fuck. C'est what the fuck, c'est de la couleur, c'est des incohérences avec des références aussi bien pop, culture que nous, que les OG de ce milieu. Donc c'est vraiment trop cool. Je me permets de descendre du coup. Oui, j'essaye. C'est à la fois, un hommage, à la fois de donner une seconde vie. Au départ, c'était donner une seconde vie à des tableaux que j'aimais, leur donner une seconde vie sur la blockchain. Donc en faisant mes bêtises dessus, je considérais que j'allais peut-être pouvoir, je sais pas, inspirer des gens à aller creuser, aller voir d'où ça venait. Et en fait, alors, un des compliments qu'on m'a fait, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il pouvait plus voir les tableaux originaux sans avoir en superposition mes conneries que j'avais fait dessus. Donc c'est à peu près ça mon but en fait. Ouais, c'est bien réussi parce que c'est vrai que pour s'il y a des amateurs d'art dans mes viewers, en effet, il y a un paquet de conneries à rajouter des trucs réels. Je trouve ça Et alors, absolument passionnant. et un autre truc aussi, c'est que quand je faisais mes bannières Twitter, j'étais un petit peu freestyle. Alors comme tout mon travail, c'est du collage, des animations, du collage. J'attrape des éléments partout. Des fois, je vais découper un morceau dans un film, je vais en découper un autre dans un jeu vidéo. Il y a certains de mes décors, c'est carrément des décors de jeux vidéo que je vais capturer sur place. Enfin, j'avais commencé par faire des machinima sur World of Warcraft pendant des années, Très bien. pendant bien 12 ans. Et après, j'avais conservé toutes ces notions d'animation. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé dans le monde des NFT, il fallait que je fasse un peu plus attention au copyright, que je ne le faisais quand je faisais mes bannières Twitter, où je me permettais aisément d'aller choper des personnages des Simpsons. Enfin, je prenais tout et n'importe quoi violemment. Donc là, j'ai été obligé de faire un peu plus attention quand je suis arrivé chez Super Rare, où j'ai signé un contrat précis qui m'expliquait que j'avais les hommes en noir qui allaient débarquer chez moi si jamais je mettais Mickey. Et à ce moment-là, je me suis dit, voyons, prenons des œuvres libres de droit. Qu'est-ce qu'il y a comme œuvres libres de droit qui sont magnifiques et splendides? Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur de la peinture classique. Ah, c'est super. C'est une question intéressante du coup parce que
une autre reproche qu'on pourrait faire encore au NFT aujourd'hui, c'est dire que finalement, même si tu as l'autorisation sur la blockchain de signer en disant que c'est à toi, derrière, tu n'as aucun notaire qui l'ont validé, tu n'as aucun avocat, tu n'as pas de copyright. Finalement, c'est du vent, entre guillemets, parce que le contrat n'est pas justifié par le monde traditionnel. Alors, je suis sûr que ces passerelles vont être créées, mais du coup, en termes de copyright, c'est pas des problèmes, tout ça, qui doivent être résolus. Bah, disons qu'à l'heure actuelle, on est en train d'inscrire dans la pile des choses qui vont y rester. C'est-à-dire que le jour où ils vont commencer à s'intéresser et à comprendre les choses, parce qu'en France, c'est pas encore le cas, réellement, en France, c'est encore difficile de faire considérer une œuvre digitale comme une œuvre d'art et un artiste digital comme un artiste. C'est pas une chose qui est aisée en ce moment. Euh, donc, il y a énormément de... Mais en tout cas, dans ce monde de la collection, dans ce monde de l'art et même de l'art traditionnel, à l'heure actuelle, la question ne se pose plus. Un artiste a une vie sur Internet. Il a des réseaux sociaux, on a énormément de preuves d'existence d'un artiste. Et si cet artiste déclare une adresse Ethereum comme étant la sienne et comme étant son adresse officielle, cette adresse devient pour les siècles et les siècles son adresse officielle. Et donc toutes ces histoires de copyright, en tout cas concernant le travail d'un artiste, je ne parle pas du contenu du tableau qui peut contenir Mickey, Lisa Simpson ou n'importe quoi, où là il y a d'autres problèmes de copyright qui pourraient arriver, quoique dans le monde de l'art on est plutôt protégé par ça parce qu'on fait des tirages uniques et c'est difficile par exemple pour Walt Disney de prouver qu'on leur a fait perdre de l'argent avec une œuvre d'art. Donc la plupart du temps une œuvre d'art passe à travers les maillons des copyrights. Ouais, d'accord. Ah, c'est passionnant. Oui, tu dis leur prouver qu'on perd de l'argent. Par contre, ils peuvent avoir une preuve que tu as gagné de l'argent. Parce que, comme on l'a dit, Oui, la mais base de données est immuable. Il y aura toujours des pourcentages qui iront chez oui, toi. Ils pourraient très bien un jour t'attaquer ou quelqu'un t'attaquer en justice en disant cet NFT finalement me représente plus que toi. oui. Je devrais récupérer l'argent. De la même façon, du coup, si moi je crée un NFT unique parce que je suis artiste et derrière quelqu'un fait un copier-coller, le recrée en NFT et revend ce même NFT qui est finalement une copie de mon NFT à moi et touche des royalties là-dessus, est-ce que la loi pourrait pas justement me protéger en disant cette personne a volé mon œuvre et gagne de l'argent en revendant mon travail? Mais en fait, si sur la blockchain déjà une œuvre, en parlant juste d'une œuvre blockchain, si l'œuvre était antérieure, il y a toujours une œuvre qui va être inscrite sur la blockchain en premier, donc c'est celle-là qui prévaudra de toute façon. Mhm. C'est celle-là qui sera considérée comme l'original. Donc c'est très facile de prouver qu'on est le premier auteur d'une œuvre et qu'elle est à nous. C'est ça, mais donc ça permet une défense parce que du coup, si on attaque en justice la personne qui a copié, on a une preuve irréfutable qu'on était en premier. Oui, mais enfin là on parlait plutôt de copyright pour l'utilisation par exemple de détails copyrightés, Ah c'est-à-dire oui, quelqu'un oui, qui oui, va mettre, excuse-moi. Spider-Man dans son tableau. S'il vend le tableau 1 million et que le tableau précédent il l'avait vendu 20 000 $, oui en effet, ça va être facile de prouver que Spider-Man a fait vendre le tableau beaucoup plus que le précédent. Maintenant, s'il vend ce tableau-là le même prix qu'il a vendu tous les autres tableaux dans sa vie, ça sera très difficile à Marvel de prouver que le Spider-Man qui ont perdu de l'argent à cause de l'utilisation de ce Spider-Man. Le tableau se serait vendu de toute façon avec ou sans leur Spider-Man, et ce qui va se passer, c'est qu'au contraire, on va leur prouver que leur Spider-Man a pris de la valeur. Ouais, je comprends bien. Parlant du coup de valorisation haute, j'ai envie de dire aberrant, mais bon, haute, récemment, on a eu du coup la plus grosse vente de Bebly, c'est ça, il s'appelle Bebly, hein, la People, personne. Beeple, c'est ça, pour People, ouais. 63 millions d'euros, quelque chose comme ça, à peu près. 79. Soix- En euros, oui, Oui, 79 ou en millions dollars, d'euros. hein, je pense en dollars Ouais, également. 79 millions d'euros. Alors, est-ce que tu pourrais me parler de ça? Alors moi, je connais l'histoire, mais je pense plus aux viewers qui ont simplement lu la grosse ligne Oui. et qui ont tout de suite dit bah ah c'est de l'arnaque, c'est du blanchiment d'argent, c'est ridicule, c'est une bulle. C'est quoi ta petite réponse pour les personnes qui survolent cette industrie, n'ont pas le temps de se pencher dedans et voient simplement les gros titres? Alors, en fait, déjà au départ, il faut expliquer un petit peu Beeple, Oui, parce parce que que Beeple, c'est ça. c'est quelqu'un qui, depuis 15 ans, poste un. Il a commencé par faire un petit dessin qu'il a posté sur Instagram, il s'est engagé ce jour-là à faire un dessin chaque jour, et si possible d'être un peu moins merdique à chaque fois. C'était ça son statut de départ. Et il a fait ça pendant 15 ans. Et là, ce qu'il a décidé de faire ce jour-là, c'est de réunir 5000
les 5000 premiers jours de son projet, qu'il continue encore à faire à l'heure actuelle, et de faire une fresque, une espèce de mosaïque avec l'intégralité des 5000 premiers dessins. Et derrière, il y avait Christie's, l'une des plus grosses maisons d'art de Londres, qui est rentré dans le jeu et qui a voulu pour la première fois vendre une œuvre 100% numérique. Ils avaient déjà vendu une œuvre numérique mais qui était couplée à une sculpture réelle, et là c'était la première fois qu'ils vendaient uniquement du pixel, on va dire. Donc pour eux c'était quand même une prise de risque assez importante, surtout à un moment où énormément de gens regardent ça de très près comme étant la plus grosse arnaque du siècle, parce que c'est pour beaucoup de gens ce qui est vendu c'est du vent. Et ce qui est vendu, c'est un objet digital. Un objet digital, c'est virtuel, en effet. Et donc, quand Christie's a mis cette pièce en vente, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu rentrer leur nom dans l'histoire. Parce qu'à l'heure actuelle, dépenser 79 millions dans une œuvre faite de pixels, si on y croit aussi fortement que ces gens-là y croient, c'est réellement graver son nom dans les livres d'histoire. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que c'est vraiment pour beaucoup de millionnaires, milliardaires de toute cette sphère technologique. Il ne faut pas oublier que il y a des gens qui en 2012 étaient déjà riches. Il y a des gens qui en 2012 ont acheté, non c'était pas en 2012, c'était en 2016 ou en 2015, il y a des gens qui ont acheté de l'Ethereum à 15 centimes. L'Ethereum aujourd'hui est à plus de 2000 euros. Donc il y a des gens qui sont très très riches dans ce milieu. Des gens qui étaient programmeurs, des gens qui se sont intéressés à toutes ces blockchains, à tous ces trucs-là vraiment depuis très très longtemps. Et voilà, ces gens-là ont de l'argent à dépenser. Et je pense que la personne qui a acheté ce tableau l'a fait pour avoir son nom dans les livres d'histoire et aussi dans les livres d'art. Et je pense que c'est réussi à mon avis. Ouais, je te rejoins là-dessus. Hein. Bon, alors blanchiment d'argent ou pas, on n'aura jamais la réponse. Mais je pense que les gens qui achètent aujourd'hui un NFT le font pour l'histoire et pour faire partie de la communauté. Et le deuxième point qui est important que les gens doivent réaliser, c'est la quantité de personnes extrêmement riches qu'il y a dans cette industrie. Parce que des gens early, il y en a quand même. Il y en a qui ont toujours leurs clés, qui ont énormément. C'est des whales, on en parle souvent. C'est pas des gens qui manipulent le prix. C'est pas des gens qui sont là pour dominer. C'est juste des gens qui étaient là au début parce qu'ils étaient geeks, passionnés de ça. Finalement, ils ont préminé, ils ont acheté pas cher, ils ont hodl parce qu'ils ont des convictions ou alors ils n'avaient pas besoin d'argent. Et il faut réaliser que la grandeur des nombres, c'est exponentiel. C'est-à-dire que quand ils avaient ils avaient acheté quelques milliers, ils ont eu 1 million, le prix fait x10, c'est 10 millions, le prix refait x10 en 2 mois comme on a eu là en début 2021, leur 10 millions devient 100 millions. 100 millions, ça change complètement une vie. Alors 10 millions, t'es déjà riche, rien à dire. Mais 100 millions, c'est une ordre de magnitude encore extrêmement supplémentaire. Et d'un coup, ces gens, ils ont plus de notion, enfin, ils peuvent se permettre ces dépenses. Donc quelqu'un qui avait 100 millions, ça fait x10, il a 1 milliard. C'est des chiffres qui sont astronomiques. Et forcément, ça fait que, comme l'art est irrationnel, tout le monde est prêt à mettre ce qu'il pense que ça vaut, et l'histoire, ça vaut cher, et avoir son nom gravé dans l'histoire à jamais, il y a des gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Où est-ce que je t'ai... Si vous faites juste un petit peu de recherche sur ces collectionneurs qui achètent, qui généralement ne sont pas du tout secrets sur leur cursus, sur d'avoir obtenu leur fortune, ils sont très fiers au contraire. C'est assez facile de savoir qui achète et pour quelle raison et dans quelle mesure cette personne est devenue riche. Il y a une personne qui s'appelle Whale Shark qui a monté une pièce qui s'appelle la Whale et qui est basée sur l'une des plus grosses collections de NFT du monde. Et ce type-là, quand a acheté du Bitcoin dès le départ, il a investi toutes ses économies dans le Bitcoin dès les premiers temps du Bitcoin. Il a tout revendu quand il a vu l'Ethereum, il a tout racheté en Ethereum. Donc il y a des gens qui sont vraiment milliardaires, multimilliardaires dans le milieu, qui se promènent. Et comme tu disais, c'est pas du tout des gens qu'on voit agir sur les marchés, le trading, parce que ces gens-là, de toute façon, ils vont pas s'emmerder. Hein. Voilà, ils ont pas besoin de faire tout ça. Ils ont foi dans le truc. Ils vont au contraire tout faire pour développer au maximum les cryptos. Et ils sont très 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 fiers. Et là, l'acheteur de Beeple, là, vous pouvez facilement trouver tous les renseignements. C'est un Indien qui a fait fortune avec les cryptos. C'est passionnant, absolument passionnant. Je suis dans le musée, donc je pense que c'est l'entrée même de tout cet univers, non ? C'est le...
Alors, où es-tu? Où es-tu? Alors, c'est le Museum of Crypto Art. Alors, en bas à droite, si vous voulez voir, attendez, je vais vous montrer. Il y a une map. Il y a une map. Donc ça, c'est la map que vous pouvez voir de la truc. Donc je suis à CN Nexus, MOL, PP, Pathfinder Extension. Tu C'est sais ce que tu peux compliqué. Juste tape un truc, dis un truc, et je vais cliquer sur ton nom et je vais me téléporter là où tu es. En tout cas, ouais, c'est absolument passionnant. C'est vrai qu'il y a des gens quand même qui ont... C'est pas les gens qu'on entend à la télé, c'est pas les gens qu'on entend à la radio. De toute façon, les vrais experts Bitcoin, les vrais experts d'NFT, les vrais experts artistes, ils vont pas à la télé. Souvent, c'est un petit peu du n'importe quoi ce qu'on vous dit dans les vrais médias. Et les personnes comme ça, c'est vrai, whales qui sont vraiment mais multimilliardaires, hein, parce que bah, forcément, Ouais. ils ont été très rapides sur une nouvelle technologie, comme ceux qui ont investi dans le pétrole au début des siècles derniers. Ou n'importe quel autre commerce, hein. À partir du moment où tu es early et tu tiens ta position et que tu as raison, tu vas faire fortune. Ça arrive pas pour tout le monde. Ces gens-là, ils sont Ouais. discrets. Alors, étonnamment, on les retrouve sur Bitcoin Twitter parce que bah, c'est un peu nos potes, entre guillemets. Hein, voilà, enfin, Oui. on est potes avec des multimillionnaires, des milliardaires, parce que c'est des gens qui partagent les mêmes convictions et qui rigolent à nos mêmes mimes et qui disent les mêmes choses que nous, qui lisent les mêmes livres que nous. Mais c'est ça qui est absolument passionnant dans cette industrie, je trouve. Et oui, on a quand même la chance de vivre dans un monde où le plus riche du monde adore les mimes, passe son temps à troller sur Internet et voilà. Enfin, je veux dire, on est vraiment on est dans un univers où les geeks ont gagné quasiment. Ouais, mais bien sûr, hein, c'est ça. Enfin, c'est Elon Ah oui, Musk nous blague avec Dodge. Bon, n'investissez pas dans Dodge, hein, je peux pas dire de conseil d'investissement, mais Dodge a fait 80% aujourd'hui, c'est pas une raison pour acheter, clairement. surtout non. C'était peut-être une raison pour acheter il y a quelques semaines, mais pas maintenant. Ouais, voilà. Alors, ça charge, je vais vous laisser, je vais attendre que ça charge un petit peu. Non, clairement, faut faire attention. Mais par contre, c'est vrai qu'on se retrouve avec Michael Saylor, enfin, par exemple, un milliardaire aujourd'hui, qui va faire des podcasts chez un podcasteur qui a 1000 abonnés. Le mec, il podcasteur, il fait des trolls par rapport à Bitcoin, il a 1000 abonnés, et il va se retrouver avec un milliardaire qui vient parler parce que c'est l'industrie dans laquelle on est. C'est une industrie naissante, les amis. Il n'y a pas d'autre mot. Et oui, et il y a une certaine fierté à vraiment comme étant là dès le départ. C'est-à-dire que pour Sailor, lui grave son histoire. Il est, enfin, je veux dire, il y a on sent cette volonté-là quand même. Il y a un côté missionnaire, il y a un côté porte un drapeau, quoi. Mm. Alors je suis désolé, ça charge pas beaucoup sur mon ordi, mais sinon vous auriez beaucoup d'œuvres. Peut-être que tu peux m'emmener, si j'arrive à me Ouais. téléporter vers toi, le Alors mur de attends, Pascal Boyard, parce que c'est important. C'est un artiste français, peut-être qu'on pourrait parler 5 minutes de lui. Et surtout, il a vendu donc son œuvre en NFT. Récemment, il a revendu une autre œuvre qui s'appelle Assange Dollar grâce au Lightning Network directement en Bitcoin, pour montrer que tout est faisable. Quand on a parlé d'Ethereum beaucoup, alors que vous savez que je parle rarement d'Ethereum, voilà, les enchères peuvent se faire également avec Bitcoin. Les NFT pourront être mint un jour via Bitcoin, ils pourront être mis sur la blockchain Bitcoin. Ça, c'est complètement le marché et l'écosystème, les entrepreneurs qui décideront où ils iront s'implémenter. oui, Ah, je pense qu'on ira de plus en plus vers du cross-blockchain de toute façon. Et on pourra, un NFT qui a été créé sur la blockchain Ethereum pourra être wrappé sur la blockchain Bitcoin. Enfin, je pense que très vite, on arrivera à un système où tout sera agnostique et il y aura quelques blockchains qui auront survécu pour des usages bien précis et qui communiqueront entre elles sans qu'il y ait la moindre compétition entre chaque. t'as raison. Alors j'ai un truc intéressant les viewers en ce moment. Là, je suis en train de regarder quelqu'un qui s'appelle Mocha, qui Alors, le Mocha, c'est le muséum. ah mince. Alors c'est qui cette personne? Alors attends, je sais pas où tu es. Je vais essayer de trouver Ah, j'ai réécrit OK, c'est Anonymous sur le chat. Ah, alors attends, mais je suis sorti du monde. Là, je suis retourné pour retrouver la parcelle de Pascal. Ah mince, Euh, excuse-moi. Mais en fait, donc ce que je veux montrer aux gens, en fait, c'est vraiment cette idée du Minecraft point and click, mettre, ajuster. La personne devant moi, du coup, est vraiment en train de créer une œuvre d'art en direct, littéralement. Elle est en train ah de bien. créer des poteaux sur son terrain. Donc il y a tout un design autour de ces poteaux et puis elle est en train de créer une sorte d'escalier pour les poteaux. Alors je sais pas ça rendra quoi, si à la limite je reviendrai prendre une photo, mais c'est vraiment ça la puissance
toute façon, l'informatique et le digital, hein, c'est qu'on peut tout créer, quoi. Et si vous avez joué à Minecraft, vous savez qu'on peut tout créer parce que on crée de la merde sur Minecraft, mais on crée également des trucs assez exceptionnels. Voilà, c'est Minecraft, sauf on a contrôle à 100% sur les textures. On n'a pas de limite de cubes. On peut pas creuser dans le sol pour l'instant, mais on peut poser le nombre de cubes et le nombre de briques que l'on veut quand on achète une parcelle, en fait, on achète une superficie, mais on achète aussi un droit de construction en hauteur. Et certaines parcelles te permettent de construire à des 17-25 mètres de hauteur, et elles sont plutôt rares. Très bien. Avec un prix différent du coup? Enfin, c'est vraiment un full Oui, marché. enfin, voilà, le marché est très proche de celui de l'immobilier classique. Alors, comme vous le voyez souvent, hein, j'ai des bugs de texture et du coup ça apparaît quand je suis très proche. Donc je vous invite encore une fois à aller explorer vous-même. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Pub oblige, du coup, n'oubliez pas de liker, partager, mettre des commentaires si vous aimez bien ce genre d'initiative. Je continue à me balader parce que c'est juste trop ouf. Il y a plein de trucs. Et bah, c'est ton musée, tu vois. Je suis retourné chez ton musée. Je vais retourner chez moi. Comment je peux retrouver Pascal? Alors, c'est complètement ouvert, dans le sens où tout le monde peut venir visiter à l'infini, tout le monde peut acheter, donc c'est un marché libre de l'emplacement, on va dire, et de la créativité. Ouais. Est-ce que du coup il y a des concurrents? Comment ça se passe cet univers? Est-ce que cette expérience a été répliquée? Est-ce qu'elle a pris beaucoup d'ampleur? J'ai l'impression que oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des petits chiffres du nombre d'artistes qui sont exposés, d'utilisateurs, un petit peu d'engouement ou pas? Alors ça, j'aurais pas de chiffres sur CryptoVoxel. Je peux te parler des autres plateformes qui existent parce que CryptoVoxel est loin d'être la seule plateforme. On a une plateforme naissante là, qui est Sandbox à l'heure actuelle, dont la moitié de l'équipe est francophone, qui ont monté, eux, un univers qui est axé sur le jeu. C'est-à-dire quand on achète une parcelle, on a possibilité dans cette parcelle de créer des expériences de jeu, par exemple en créant des PNJ qui vont avoir un rayon d'action, une série de scripts faciles à programmer pour pouvoir créer des petites aventures. Et alors le principe en fait, c'est de créer des économies au sein de sa propre parcelle. C'est-à-dire on imagine par exemple une parcelle où on paierait 2 cents, c'est la monnaie de ce monde, on paierait 2 cents pour rentrer dans la parcelle et participer au jeu. Et si on arrive à faire un jeu de plateforme qui permet d'aller jusqu'en haut d'une tour, par exemple, si on y arrive sans mourir, on toucherait 4 cents, par exemple. Et on peut créer comme ça une économie, un petit jeu vidéo. Et le principe de toutes les boîtes qui s'installent dans CryptoVoxel, ça va être d'avoir un maximum d'activités sur leur parcelle pour que les gens y passent du temps et pouvoir en même temps communiquer sur leurs produits, etc. ou ce qu'ils veulent. Donc en ce moment, il y a un gros marché de la création d'avatars, de la création d'objets, de la création de NPC pour ce jeu où tout le monde peut télécharger le logiciel permettant de créer des éléments et tout le monde peut participer à cette économie, toucher des cents qui sont convertibles en bitcoin, en ce que vous voulez, en euros, et vendre soi-même des objets créés pour ce monde. Et il y a de plus en plus de demandes parce que tout le monde a besoin de contenu original sur sa parcelle et très peu de gens sont dans la capacité de le créer eux-mêmes. Donc pour tous les artistes en herbe, tous les gens qui étaient un petit peu doués en Minecraft ou ce genre de choses, Sandbox, c'est vraiment un endroit où il faut aller mettre le nez parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Ah, ouais, c'est incroyable. Tu te dis, bah, qu'est-ce que tu as fait pendant 4 ans de ta vie? Bah, moi j'étais sur Minecraft. Et aujourd'hui, tu mets ça sur ton CV et c'est pas con en fait, à partir du moment où tu es artiste. C'est incroyable. Je trouve ça passionnant, surtout pour. Enfin, j'ai été un très 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 gros joueur dans ma vie. J'ai toujours joué aux jeux vidéo. Et souvent, bah, c'était ouais, bah, c'est pas valorisé, ça va pas te mettre en avant. Alors qu'aujourd'hui, bah. Clairement, c'est grâce aux jeux vidéo que j'ai découvert Bitcoin, c'est grâce aux jeux vidéo que je m'intéresse à ça, et je sais que des gens qui étaient bons dans Minecraft peuvent... Putain, c'est magnifique là où je suis. J'ai trouvé un bateau pirate dans une salle secrète qui navigue sur l'océan, quoi. Enfin, pas sur la galaxie. Ah ouais, non, il y a des choses. Alors, je vais te montrer un de mes derniers trucs que j'ai fait. Alors n'hésite pas si tu me dis comment je me téléporte ou tu me renvoies un lien. Ouais, je te prépare un lien où tu vas pas atterrir dans un mur. Je te fais ça bien. Par contre, oui, CryptoVoxel rame un peu aujourd'hui. Et tout le monde a réussi à faire des trucs qui sont tellement personnels, tellement propres à leur univers,
C'est pour ça que CryptoVoxel est la plateforme qui a le plus de succès avec les artistes, en fait. Parce que toutes les autres, c'est tu vas réussir à faire des jolis gymnases avec des belles œuvres d'art exposées, mais dès que tu vas vouloir en mettre un peu plus, le truc va te dire non, je suis désolé, le monde refuse de calculer autant de polygones. Oui, alors que là, t'es vraiment complètement libre de foutre un putain de dinosaure en haut d'un château, quoi. En plus, moi, je lui ai, enfin, les programmeurs me connaissent comme le fouteur de bordel, si tu veux, parce qu'à chaque fois j'en rajoute, je taille de partout, je mets des animations dans des animations, etc. Et content parce qu'en fait ça leur sert de benchmark. Donc là, le dernier truc que j'ai fait, là où j'ai toutes mes vidéos qui lag, que je t'ai dit, ça va être le paradis du lag, c'est mon dernier benchmark pour eux. Voilà, le jour où vous réussissez à faire tourner celui-là, je vous tire mon chapeau. Parce qu'ils veulent absolument que ça tourne aussi bien sur un PC que sur un téléphone. Donc le problème, il vient de là. Le truc, il est optimisé, il marche super bien sur un téléphone. Il pourrait faire un... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un client spécial PC, tu vois, qu'on puisse pousser un peu le truc, quoi. Super. Là, j'ai trouvé des dragons troufs qui sortent d'un vortex. Ah non, mais de toute façon, le futur, c'est les mondes VR, il n'y a aucun doute. Ah oui. Oui. Maintenant, c'est les interfaces pour nous connecter à ces mondes VR qui pour l'instant posent encore un peu problème. Oui, et puis la connectivité entre toutes. Le fait que d'un monde VR, tu puisses aller à un autre monde VR parfaitement, que tout soit compatible. Alors après, est-ce que ce sera un grand gagnant qui finalement tout le monde s'implémente dessus, tu sais, ou est-ce que ce sera cross-border et open source ils sont tous à fond, j'imagine. Hein. Tous à fond open source, tous à fond cross-border, ils sont tous en train de créer des solutions pour passer de l'un à l'autre dans tous les sens pour mettre en lien leurs économies respectives, etc. etc. Il y a vraiment cette volonté de metaverse qui a été inscrite par les livres de science-fiction et les mecs ils suivent. Hein. Ils savent que de toute façon c'est le seul truc logique qu'il puisse y avoir, sinon ça devient une espèce de monstre que personne n'a envie d'avoir si c'est un seul gros truc. Ah non, c'est complètement normal. Hein. Le VR sera open source, sera complètement libre, et il y aura une monnaie dédiée à ce monde VR. Et, moi je pense que ce sera Bitcoin. Écoute, moi je pense que plusieurs monnaies peuvent coexister. Je pense que je sais pas si le Bitcoin à l'heure actuelle serait adapté au virtuel. Même l'Ethereum ne l'est pas à la limite, tu vois. Il faudrait quelque chose qui soit vachement plus rapide et gratuit pour que le monde soit vraiment efficace. Enfin, gratuit. Qu'on soit dans des proportions du Layer 2 Ethereum, quoi, tu vois, de l'ordre de 0,003 centimes la transaction. Là, on pourrait arriver à des mondes virtuels avec énormément d'interactions automatiques. Là, à l'heure actuelle, la moindre interaction va coûter des frais. Que ce soit la blockchain Bitcoin ou la blockchain Ethereum, ça se chiffre à... C'est trop haut, si tu veux, pour qu'on puisse réellement les utiliser plusieurs fois par seconde, quoi. Ouais, bah, je pense que... Moi, je suis plutôt bullish sur Lightning Network. Après, je sais pas si tu as eu le temps d'un peu l'explorer, mais je pense que ce genre de solution, même voir après des solutions encore au-dessus, pallier ça avec d'autres choses, comme tu le dis, hein, finalement, plusieurs monnaies qui font des swaps entre elles très automatiques, c'est sûrement là où on va devoir aller. Hein. Oui, l'équivalent des atomic swap. Ouais, exactement. Mais ouais, parce que du coup, mes viewers, vous le savez pas, mais enfin, donc, comme je viens de le dire, j'ai toujours été fan de jeux vidéo, et donc quand j'ai découvert récemment tout ce qui était le monde de la réalité virtuelle et ça, pour moi c'est le futur. Enfin, il n'y a aucun doute pour moi que c'est le futur du jeu vidéo, c'est le futur de l'entertainment, c'est le futur de énormément de choses. Donc Bitcoin, c'est une de mes grandes passions, mais de plus en plus, je me prends de jeux pour ces mondes virtuels. Je sais pas si tu as un casque VR. Si, il y en a même plusieurs maintenant. Ouais. Et oui, non, CryptoVoxel est encore en bêta, la VR. Bon, elle fonctionne plus ou moins, on rencontre quelques bugs. Je crois qu'on a pour l'instant, on a juste les déplacements au joystick. On n'a pas encore possibilité de se déplacer par téléportation, ce genre de choses. En fait, on se déplace en joystick et on vole. J'ai pas encore essayé CryptoVoxel en VR, à vrai dire. Très bien. De toute façon, il faudrait que j'en fasse une petite vidéo pour les mondes VR. Je t'ai envoyé l'adresse. Parfait. Alors ça c'est deux tours. En fait, attends. donc là, on est dans un quartier qui s'appelle Gangnam, qui est un quartier qui a été créé par
celui qui s'occupe d'une plateforme qui s'appelle Async Art. Il est arrivé dans ce quartier, il a vu que la plupart des bâtiments étaient à vendre à bas prix et que personne n'avait commencé à acheter dans ce quartier. Il a décidé d'acheter tout le quartier d'un coup. Et il a ensuite proposé des deals intéressants à des artistes en leur disant si jamais tu te sens de faire un univers cyberpunk dans ce quartier, de faire des bâtiments cyberpunk, je te fais la parcelle qui était à l'époque peut-être 20% du prix de la parcelle, quoi. Donc en fait, il a développé lui-même ce quartier en y faisant venir des artistes pour y construire une ambiance cyberpunk. Et alors là, il y avait 2 tours ici que je voulais acheter absolument. Et le propriétaire de ces 2 tours m'a proposé un deal. Il m'a dit, écoute, tu me fais la déco des 2 tours, on met en location chaque étage des tours et on partage le loyer. Donc voilà, donc là, ça c'est... Ah, non, mais ce que tu me dis, c'est absolument énorme. Alors moi, je veux bien le croire, mais ils vont pas le croire. Tu parles de location virtuelle, donc Ouais, de real estate virtuel, à la Second ouais, Life. Ça y est, t'as une société, ça y est, t'as créé le bâtiment, tu l'as retapé en payant un artiste, et tu le loues, et quoi. voilà, exactement. Si tu peux monter tout en haut au dernier étage et aller dans l'appartement qui est un peu couleur crème à l'intérieur, orange Ah, crème, il y hop. a un violet. Et là, c'est un bureau qui est loué et utilisé par son propriétaire. Quand il désire recevoir des gens, il les reçoit ici. Il donne sa carte de visite pointe ici. Excusez-moi, je suis tombé, j'ai encore un petit peu de mal à bien naviguer, hein. C'est toujours normal. Donc ça, c'est les salles qu'on peut louer, avec Voilà, regarde, l'extérieur qui est toi, absolument fabuleux. je suis au-dessus de Ouais, toi. ouais. Hop, j'arrive doucement. Hop, 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 c'est bon, je suis arrivé. Ok, donc là, c'est là où il fait les réunions. Putain, c'est Voilà, tellement c'est là où il fait. cypherpunk, ça fait le PDG du futur. Et alors sur le côté, là, tu as un petit téléporteur qui te permet d'aller à tous les étages. Alors, si tu cliques sur le rooftop, tu arrives à l'endroit où il y a les teufs. Ah, attends, hop. C'est Ah, ici ça y qu'on est. organise. Ah ouais, putain, ok, ça marche. Voilà, donc il y a très souvent des fêtes qui sont organisées dans les avec des vrais DJ qui viennent jouer pendant toute la soirée et généralement on atteint des 200-300 personnes dans des endroits comme ça qui viennent ici, pas réellement passer la soirée si vous voulez, mais ils viennent poser leur avatar, ils le mettent en animation danse, puis en même temps ils jouent, ils font autre chose, ils regardent un film, mais ils sont présents à l'événement, ils écoutent la musique et, euh, et Ah, c'est voilà, et on a incroyable, plein, ouais, c'est ça. plein Bah, du coup, plein ouais, de donc choses. le futur de l'événementiel aura sa part dans le VR, hein. De toute façon, c'est inévitable. Et là, si tu vois tu vois dans la direction dans laquelle je Ouais, vais. ouais. Ouais, on va descendre par ici. Alors attends que je me trompe pas, ouais c'est ça. Et là on arrive au Voxel Hotel. Alors le Voxel Hotel, c'est chez moi, on va dire. Enfin je suis en propriété avec un collectionneur qui s'appelle Basileus. À l'heure actuelle, c'est la collection de Basileus qui est exposée à l'intérieur. Et donc voilà, donc on est deux propriétaires de ce bâtiment qui est utilisé pour des réceptions, pour des soirées et principalement pour exposer des collections d'art. Alors attends, j'ai fait le tour du bâtiment pour montrer une belle vue. Tu es redescendu en bas. Je suis dedans, ouais, je suis dans l'accueil. Attends, de toute façon, tout autour, c'est décoré de partout. Il y a des. Hop, ça y est, je trouvais. Ah bah tiens, tout à l'heure, les viewers, si vous vous souvenez, j'ai fait ce terrain. Enfin, j'ai couru tout au long de ce parc. Là, il y a un truc de course. Ok, c'est par là l'accueil. Hop là, putain, sympa. Ok. Les hologrammes de Tiens, striptease. viens au premier étage, par l'ascenseur. Hop. Au deuxième étage, pardon, on est chez les Anglais, c'est le Donc deuxième. ouais. Et là, chaque pièce est consacrée à un artiste. Tu peux passer à travers la porte, ouais. D'accord. Et chaque pièce est consacrée à un artiste Ouais. et, et designé par rapport. Alors, est-ce que du coup il y a un système de donation facile? Parce que donc on peut penser que Pascal Boyard a reçu des donations grâce à son tag dans Paris. Oui. J'en ai déjà parlé, j'avais déjà tweeté à propos de ça. Est-ce que du coup chaque œuvre, quand tu cliques dessus, tu peux avoir les URL pour faire des donations? Est-ce qu'il faut rajouter un QR code? Bah, écoute, Est-ce que c'est commun? Comment ça se quand passe? tu... là, ce qui est affiché, c'est le NFT en lui. C'est-à-dire quand tu cliques sur Ah oui, ça y est, j'ai sur le cliqué dessus. voilà, tu arrives directement à la page où se trouve hébergé le NFT sur la plateforme sur laquelle il a été vendu. Enfin, sur OpenSea, en fait. Et faire une.
sur le NFT si tu le désires. Voir l'historique du NFT, le prix où il a été acheté, ce genre de choses. Ok, du coup je me suis mis, là on a Quarantine Blue, une, une jolie madame. Et donc on peut voir également les transferts, c'est bien ça, hein. Ah oui, tu On a vois. le trading history, et donc là à chaque fois qu'il y a un nouveau transfert, il faudrait que je trouve un exemple avec plus historique, un pourcentage est renvoyé à l'artiste à hauteur de Voilà. 10%. C'est ça, c'est un peu la norme, comment vous faites En 10, moyenne, 20? en moyenne, c'est 10%. Après, quand on crée soi-même sa collection, on a possibilité de décider du pourcentage qu'on impose. Donc, il y a des artistes qui en mettent beaucoup moins, d'autres qui en mettent beaucoup plus aussi. Il y a D'accord. même eu Pac, un artiste qui avait réussi à vendre une pièce. Si cette pièce est revendue, 100% 100% de la vente est pour lui. Et il y a un collectionneur qui a rentré dans le jeu, bien entendu, parce que ça allait faire parler de lui. Ouais, c'est ça, en fait c'est... Pour revenir à cette histoire de personnes riches un peu collectionneurs, c'est limite devenu un combat d'ego à travers les Wilds pour s'instaurer dans l'histoire. C'est rigolo. Oui, et puis même les enchères, quand on voit les dernières enchères qu'il y a eu avec Pac chez Sotheby's, c'était des enchères les mecs étaient à plus d'1,2 million sur une pièce et ils ont fait durer les enchères une éternité en rajoutant 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars. Ils rigolent, ils s'amusent en fait, ils sont dans un jeu, ils sont dans un truc. C'est difficile à imaginer, mais pour ces gens-là, 1 million, ça représente à peu près la même chose qu'un billet de 100 dans notre poche, quoi. C'est un truc, ouais, tu peux faire une folie, c'est pas grave, c'est pas bien méchant. Ouais, alors ça va faire tilter beaucoup de gens dans mon audience. 1 million, c'est un billet de 100, mais c'est vrai qu'à un moment, quand t'arrives, c'est la réalité, les amis, hein. Quand t'as 10 000 bitcoins, bah voilà, t'en perds 3, 4, t'en perds 10 dans l'année, enfin même si t'en perdais 100 dans l'année, tu serais quand même extrêmement riche. Oui, Euh, et puis il y a un stade à partir duquel on a à peu près tout ce qu'on veut dans la vie. Enfin, j'imagine que pour certaines personnes, ça prend des proportions, c'est jamais assez, mais pour la majorité des gens qui ont un esprit sain, on a très vite un peu tout ce qu'on désire, on peut très vite l'avoir. Après, le reste, bah, ils savent pas quoi en faire, à vrai dire. Ils savent plus quoi en faire. c'est- Et s'ils sont pas dans le délire bling bling, grosse bagnole, Ce qui est souvent le cas bateau, des gens de notre industrie, parce que finalement les bitcoiners sont des gens qui euh, sont discrets, ils aiment bien la vie privée, on n'est pas dans le show-off. ils ont pas envie qu'on les regarde dans une décapotable rouge, quoi. Bah Voilà, voilà, c'est ça. Vous retrouvez des bitcoiners parce qu'ils sont dans des voitures de merde. Vous- oui, et oui. Enfin bon, et donc pour le coup, il y a énormément de gens comme ça qui. Et puis en plus, il y a une volonté aussi de développer ce milieu, c'est-à-dire que ce fric il ne sorte pas de ce milieu, qui reste dans cet univers, quoi. Parce que bah on s'est quand même bien trouvés tous, quoi, à ce croisement. La finance, les drogués du dark web, les artistes, les allumés, on est une belle petite bande d'allumés, c'est sympa, je trouve. Ouais, mais c'est ça qui est absolument fascinant. Et se dire que c'est. Enfin, j'ai pas envie de dire c'est nous qui dominons le monde aujourd'hui, tu vois, mais c'est quand même Et eux. ce sont les geeks, alors on doit graviter quelque part. Ouais, on est plus proche, on est plus proche à l'heure actuelle de ceux qui dominent le monde que ne l'être le boucher en bas de chez nous. Ouais, non, c'est absolument passionnant de voir ça comme ça. J'ai trouvé un autre bâtiment rouge à côté, là. Je me perds. Ah, là, ouais, là, t'es dans Gangnam, t'es vraiment c'est l'un des quartiers où il y a le plus d'activité graphique, on va dire. Ah, Parce ouais, qu'elle a été voulue, elle a été développée spécialement par Conlan, qui a tout fait pour faire vivre ce lieu. Toutes ces propriétés qu'il avait achetées, en fait, il les a presque données à des artistes. Le deal, c'était de rester dans cette espèce de convention cyberpunk, le Blade Runner. Voilà, il arrivait, il disait, si vous me faites du Blade Runner, je vous donne le bâtiment. Après, ce qui se passe dedans, vous en faites ce que vous voulez. Et ce que je veux, c'est que le quartier ressemble à un quartier cyberpunk. Ah, c'est très bien réussi. Mais ouais, moi je trouve ça très très rigolo que finalement ça soit les geeks, ceux qui ont joué à Minecraft, ceux qui se sont amusés, qui aujourd'hui ont potentiellement main mise sur qu'est-ce que c'est le futur, hein. Alors ça peut faire peur à certains, mais bon. J'ai bossé pendant des années dans le vidéo avec Gar, et quand je l'ai branché sur CryptoVoxel, je l'ai branché parce que je savais qu'il avait passé énormément de temps sur Minecraft, qu'il avait réalisé des trucs assez impressionnants à l'époque, et je savais que ça allait le faire démarrer au quart de tour. Maintenant, c'est devenu son métier. Maintenant, il gagne sa vie en construisant des bâtiments sur CryptoVoxel, et il gagne bien sa vie.
Oui, alors du coup c'est peut-être on a deux choses que je pense avant de clôturer. La première ce serait une question que j'ai toi, ce serait quoi du coup ton conseil pour tous les nouveaux, les jeunes qui me suivent, qui veulent s'intéresser à ce milieu. Parce qu'évidemment il y a des pièges, hein, n'allez pas acheter n'importe quoi, n'allez pas commencer à créer des NFT alors que vous savez pas dessiner, surtout qu'en plus il y a un coût à créer des NFT, ça reste une industrie sérieuse, alors là on rigole, on est sympa, on vous montre plein de trucs, on parle également de personnes très riches, c'est vrai que ça peut donner envie souvent. Il faut comprendre que souvent ces gens ils ont des années d'expérience, ils sont déjà early sur une technologie, ils ont des convictions, ça se crée au fur et à mesure quand même cette expertise qu'on rigole autour. Donc ce serait quoi ton message pour tous les jeunes qui voudraient se lancer, jeunes artistes, jeunes architectes, par rapport à tout ça? Si c'est dans un but de création, c'est-à-dire pas d'acheter des NFT, pas dans un but de prospection, je dirais à l'heure actuelle, s'intéresser, comprendre comment ça fonctionne, parce que là tout le monde est en train de plonger dans la piscine et c'est pas le moment de plonger, quoi. C'est vraiment pas le moment. C'est le moment de préparer un beau site internet qui va rassurer un collectionneur quand il va aller creuser pour savoir qui vous êtes. C'est le moment de regarder comment tout ça fonctionne, d'observer. Parce que je connais plein de gens qui ont entendu parler des NFT au mois de février et qui là essayent de se lancer et c'est impossible de se faire remarquer à l'heure actuelle. Il n'y a que les gens qui étaient déjà en place qui arrivent à tirer un bénéfice de tout ça, mais tous ceux qui arrivent de nulle part, ils courent après un train, mais ils n'arriveront pas à le rattraper parce qu'il est là en ce moment, il est vraiment pas là de ralentir, quoi. Donc je dirais à l'heure actuelle, apprendre la technologie, savoir ce qu'est un NFT, comment on fait pour en créer un. Il y a des plateformes comme OpenSea ou Rarible où on peut faire des petites expériences. Il faut choisir un jour où les frais de la blockchain ne sont pas trop élevés. Il y a des jours où pour, on va dire, 10 euros, on peut créer un NFT. Il y en a certains autres jours où ça peut monter jusqu'à 250, 300, donc il faut faire attention. Et voilà, faire ces petites expériences, comprendre. Et à un moment, de toute façon, les choses vont se calmer. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de people, c'est-à-dire il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont gagner des millions et des millions avec les NFT. Je vais comparer ça au marché des influenceurs sur YouTube. Tout le monde sera pas PewDiePie, mais il va y avoir une énorme quantité de gens qui vont réussir à dégager assez de bénéfices pour en vivre. Il y a énormément de gens à l'heure actuelle qui travaillent pour des agences, des graphistes qui travaillent pour des clients, pour ce genre de choses. Pour ces gens-là, le seul espoir, c'était d'arriver à tomber dans une très bonne agence ou de tomber sur un très bon client. Maintenant, ces gens-là, ils ont une autre perspective, c'est vendre leur art. Parce qu'il suffit d'un collectionneur, un seul collectionneur peut changer votre vie. Il suffit qu'il y ait une personne qui croit en vous, ce type-là va investir, petit à petit va vous donner de la valeur et il y a des gens autour qui vont suivre. Enfin, il y a vraiment toute une économie qui va se créer, il va y avoir une longue queue de comètes qui va faire que beaucoup de gens vont gagner leur vie grâce aux NFT, même si les millions, à mon avis, ont déjà été plus ou moins distribués, quoi. Ouais, ouais, c'est à peu près le même message que j'essaie de donner à tout le monde, hein. C'est Bitcoin à monter, mais c'est jamais trop tard. C'est peut-être pas le moment de FOMO, mais c'est le moment d'étudier, d'apprendre, de se poser, de se préparer pour les prochaines évolutions, Dans parce que c'est pas fini, quoi. le cas du Bitcoin, il faut faire ce qu'il aurait toujours fallu faire, c'est acheter, garder un petit peu de temps en temps et ne pas y toucher. Voilà, tu dis ça, et c'est ce que je dis à tout le monde, hein, dollar cost average. Attends, je suis bloqué dans un mur là. Dollar cost average, hodl, hein, c'est pas plus bête que ça. Et après, quand tu crées une expertise, tu peux commencer à essayer de peut-être payer en Bitcoin parce que tu veux aller plus loin. Mais ça prend du temps à créer un portefeuille, ça prend du temps d'être remarqué, ça prend du temps de créer ses œuvres d'art, ça prend du temps de devenir influenceur, de créer une chaîne YouTube. À l'heure actuelle, il y a énormément de célébrités qui essayent de rentrer dans le Ouais, on monde a des vu NFT. Britney récemment. Oui, et alors même des gens qui sont célèbres dans le domaine de l'art, même des gens qui ont des Instagram à plusieurs millions d'abonnés n'arrivent pas à vendre un NFT. Il y a une espèce à l'heure actuelle, le monde est très fermé, le monde des collectionneurs regarde un petit peu vers l'arrière, c'est-à-dire qui a commencé ce mouvement, qui est là depuis longtemps, et ils vont vers des gens qui sont rassurants parce que ça fait des années qu'ils font les choses et on sait qu'ils vont pas arrêter de les faire. On peut apprécier l'évolution que prend leur carrière et se dire que ça sera encore mieux dans 2 ans. Oui, c'est ce genre de choses sur lesquelles les gens veulent investir à l'heure actuelle. Donc pour quelqu'un qui va arriver même avec énormément de followers, énormément de succès en dehors des NFT, ça va être très très difficile à l'heure actuelle, même quasiment impossible. Écoute, super. Est-ce qu'on pourrait se retrouver du coup devant la fraise de Pascal si on l'a trouvé, sinon pas très grave, pour clôturer un petit peu. Je pense que ça fait 1h30, c'est un bon temps pour YouTube.
Je suis encore en galère sur la fresque de Pascal, mais je vais la trouver. Attends. J'avais trouvé un article. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait aborder? Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. C'est sympa, hein. C'est vraiment oufissime, hein, tout ça. Ah oui, oui, non, c'est quand tu commences à mettre le nez là-dedans, c'est fini. Tu peux y passer ta vie parce que c'est tellement en plein essor dans tous les sens. Les projets s'enchaînent les uns après les autres. Tout le monde arrive avec des idées. Alors c'est facile d'avoir une idée que personne n'a fait quand on arrive sur un secteur nouveau comme ça. Mais moi, à chaque fois que quelqu'un vient me voir avec une idée qui me paraît au moins qui n'a jamais été faite et qui me paraît intéressante, je dis oui. Donc je me retrouve avec. Là, je suis booké jusqu'à fin novembre. J'ai des projets jusqu'à fin novembre. Ça m'est jamais arrivé de ma vie d'avoir. Ouais, quand je t'ai contacté, tu m'as dit par contre là je suis à l'américaine, on se retrouve dans un mois. En tout cas, merci beaucoup à toi de me donner le temps et l'opportunité de parler de ça, hein. Tu disais que c'était la première fois que tu le faisais en français? J'ai déjà fait un truc en français tout au début, genre en 2017. Alors, je saurais plus te dire avec qui, mais non, genre j'ai pas fait de truc en français. Je suis pas très proche de la communauté FR en fait parce que elle est pas très présente en fait sur crypto Twitter. Enfin, tous les Français que je connais, avant de les connaître, je pensais qu'ils étaient anglais, quoi. On a communiqué en anglais sur Ouais, sur mais c'est... Twitter, et après on s'est aperçu qu'on était français. Mais je me suis jamais approché de la communauté purement française. C'est complètement normal, on sache que c'est exactement pareil pour moi. J'étais dans la communauté, enfin j'ai mes 3-4 ans que j'ai fait en crypto, tout a toujours été en anglais, j'ai jamais parlé à un français, je ne connaissais même pas l'existence de crypto Twitter français. Et j'ai lancé mes 3 chaînes français, anglais, espagnol sur de l'éducation Bitcoin. Et c'est simplement quand j'ai lancé cette chaîne française que les Français m'ont remarqué et ils m'ont dit mais attends, nous on n'a pas de contenu français, t'es le premier à nous faire un tutoriel sur Trésor, quoi. Enfin, pour te donner un petit peu c'est à quel point on est à la bourre. Et du coup maintenant je suis un petit peu plus présent sur le crypto français, mais j'avoue qu'on parle très rarement de ça, c'est pas du tout démocratisé, alors qu'on parle beaucoup de trading. C'est un petit peu encore une fois le même reproche que je fais souvent, hein. On vous parle beaucoup de trading, mais on vous parle pas d'art, on vous parle pas de révolution, on vous parle pas de... Je t'ai envoyé le lien de la fresque. On vous parle pas de ce qui est peut-être le plus important, on va dire. Ouais. Alors, tac, tac, hop. En tout cas, ouais, merci beaucoup de donner l'opportunité de parler de ça. J'ai été bluffé. Alors, cette fameuse fresque. La voici, la voilà. Alors, attends qu'elle charge. Alors, on a déjà celle de gauche, donc comme ça va être réglé. Donc ça, c'est la fresque de Pascal Boyard, un artiste français que j'ai abordé plusieurs fois déjà dans le cours ou dans mon contenu, parce que je trouve qu'il fait un boulot absolument fabuleux. Ça a été l'un des premiers artistes à mettre son QR code Bitcoin tagué directement sur le mur pour accepter des donations. Chose rigolote, même 3 ans après, ça marche encore, vu qu'il a récupéré des Bitcoins il n'y a pas si longtemps que ça, il l'a publié sur Twitter. Est-ce que tu le connais, Pascal? Comment ça se passe? Je sais pas si... Oui, depuis... pareil, je connaissais. Pascal était là bien avant moi, en fait. Il était dans cette sphère crypto bien avant moi. Et quand je suis arrivé, j'ai tout de suite remarqué le travail de Pascal et on a commencé très vite à communiquer. Il est fabuleux, il est super gentil, super sympa, il fait un boulot splendide. Il faut vraiment, ça c'est un exemple de ce qu'il fait, mais aller faire un tour sur son site internet, aller voir toutes les fresques qu'il a pu faire dans Paris et aux alentours, c'est vraiment fascinant son boulot. Et alors là, cette idée de fragmenter son tableau et de le vendre comme ça, je crois que ça a été l'un des premiers à le faire. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez vendu, mais il a vendu individuellement chaque petite partie de son tableau sous forme de NFT. Moi, j'en ai 2 à moi que j'ai acheté. Et voilà, et chaque, à l'heure actuelle, les petits morceaux là se revendent aux alentours des $6,000. Alors du coup, il l'a divisé en combien? En 100? Je crois, oui. Alors t'as acheté lesquels toi du coup? Alors j'ai acheté, si vous voulez, il y a eu un petit peu un rush, c'est-à-dire tous les visages ont bien entendu été ceux qui ont été pris en premier. Ouais, bien sûr. Hein. Donc moi j'ai de feu, ça doit être celui-ci que j'ai là, un morceau de feu, je dois avoir le 44. Et je dois avoir un morceau de personnage qui se trouve par là, qui doit être le 72, un truc comme ça. Alors du coup, j'ai cliqué sur 64, on est sur OpenSea, si je dis pas d'erreur.
Ouais, et là, tu devrais voir Alotamoni comme propriétaire si je me suis pas trompé. Mais Exactement, Holotamoni, donc qui est toi, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, évidemment. Où est-ce que les gens peuvent te suivre tant qu'on y est? T'as un Twitter, c'est quoi le plus simple pour suivre ton travail? Alors, pour me suivre au jour le jour, c'est Twitter. Parce que c'est vraiment, j'ai pas le mettre à jour un blog ou tout par toutes les nouvelles œuvres, toutes les news, c'est par Twitter. Et sinon, j'ai un site internet, c'est alotamony.com, ALOTAMONEY.com. Voilà, et là vous aurez tout. Vous aurez la liste des bâtiments avec les liens pour aller les visiter. Vous aurez la liste de toutes les plateformes où je vends des NFT. Vous aurez tous les tweets, tous les headers que j'ai pu faire sur Twitter, tout ce genre de choses. C'est le site que vous voyez, que je vous ai montré, vous aurez évidemment tous les liens dans la description. C'est rigolo, depuis OpenSea, j'ai cliqué sur ton nom et du coup je vois un petit peu toute ton activité. Ah oui, oui. Bah, du coup relié j'imagine à ton adresse Ethereum, hein, sans Tu peux aucun tout doute. voir. Tu peux tout voir. Tu peux savoir exactement ce que j'ai dépensé en Ethereum cette année. Dis donc, on voit qu'il y a des choses très utiles. Dans le sens où t'es des petits bonhommes avec des fesses, des trucs complètement loufoques, Ah oui, mais tellement beaux. tu regardes ma collection. Ben, en fait, la chance qu'on a quand on commence à être connu, c'est qu'on a des cadeaux. Et c'est un truc, on le sous-estime tout le temps, ça. Il y a des cadeaux de partout. Il y a on m'offre des NFT de partout. Quasiment tous les jours, j'ai un NFT qui apparaît, qui a été offert. C'est toujours plaisir. Bah, écoute, il est stylé celui-là. Écoute, c'est incroyable, c'est trop cool. Bon, alors on va. Hop, hop, hop. Donc, comme vous avez remarqué, hein, un NFT c'est bien un non-fungible token, c'est quelque chose de unique, donc dans le sens où il n'y aura qu'un seul NFT. Après, est-ce qu'on peut recréer un NFT similaire avec le même produit? Absolument, puisque ça reste des êtres humains derrière, il faut jamais l'oublier. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention dans ce que vous achetez, et c'est avant tout l'art de la personne qu'on achète et non pas le NFT. Il faut savoir dans quoi on se lance. Oui, Toujours important de le rappeler. surtout aller sur des plateformes si possible, des plateformes qui sélectionnent les artistes ou au minimum qui officialisent certains artistes avec une petite marque ou quelque chose qui vous permet vraiment de savoir que vous êtes sur le bon artiste. Parce que le truc classique, c'est de penser acheter au bon artiste alors qu'en fait vous achetez à quelqu'un qui ne l'est absolument pas. Donc il y a la plupart des plateformes maintenant ont un petit checkmark qui officialise une adresse Ethereum, qui officialise un artiste, et d'autres plateformes comme Super Rare ou Nifty Gateway carrément sélectionnent les artistes à l'entrée et ne laissent pas rentrer n'importe qui. Donc là, il y a sur ces plateformes-là, qui sont malgré tout un peu plus chères, mais vous avez cette garantie-là d'être sur la bonne personne. Voilà. Et bah écoute, oula, attends, je suis tombé dans un club de OG là. Allez, on va retourner chez Pascal et on va clôturer tout ça. C'est, je vous l'ai dit, hein, on se perd quand on commence à se balader là-bas. De toute façon, c'est normal. C'est un petit peu comme un autre terrier du lapin. Alors, vous le savez, dans mon cours, donc ça s'appelle le terrier du lapin, hein, c'est Bitcoin Rabbit Hole. Je vous apprends que quand on commence à découvrir Bitcoin, les cryptos, on tombe dans un monde féerique infini. Et là où le début, c'est vraiment commencer à accumuler des bitcoins en dollar cost average doucement, en les sécurisant avec sa clé, puis vraiment hodl. Après, vous pouvez aller n'importe où parce que vous pouvez très bien faire de la DeFi si ça vous fait plaisir, ou essayer de développer sur Bitcoin. Vous pouvez partir sur tout ce qui est Lightning Network, vous pouvez partir sur tout cet aspect plus d'art, vous pouvez partir sur la philosophie, vous pouvez arrêter, vous reposer, vous pouvez partir très poussé dans la vie privée avec du mixing, vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie. Et là, on vient d'explorer un autre rabbit hole, celui de l'art, qui est quand même fondamental à toute révolution. Je sais plus la citation, peut-être que c'était de ton site ou un autre de tes amis, c'était voilà, à un moment on ne peut pas avoir une révolution sans art parce que l'art permet de parler, communiquer, ne peut pas être censuré, véhicule une idée, et à travers toutes les œuvres que vous avez dû croiser là pendant cette petite heure et demie de visite, vous avez remarqué quand même qu'il y a toujours des thèmes communs qui sont propres à cet écosystème, hein. Et ces thèmes, on les connaît, c'est tout ce qui est liberté, arrêter l'impression monétaire, faire ce qu'on a envie, pouvoir se développer dans des mondes virtuels à la folie, ne pas avoir de règles, ouvrir tout ça pour tout le monde. Voilà. Alors je sais pas si c'était un petit peu de la fin, du coup pour les viewers, pour tout le monde, vas-y, je t'en prie. Écoute, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. On a la chance d'être les pionniers d'un truc qui arrive et de pouvoir. On a une chance donc d'imposer des règles, si vous voulez. C'est ce qui a été fait avec cette histoire de copyright pour les artistes. Et
il y a eu 12 artistes qui ont commencé à faire pression sur les galeries en 2017 et qui ont imposé en fait ces 10%, et ça s'est généralisé. On a possibilité pour tout à l'heure actuelle, pour tous ces mondes virtuels qui vont bientôt devenir des mondes au moins équivalents au monde réel, avec en plus tous les problèmes qu'on rencontre à l'heure actuelle de pandémie, de tout ça, ça a développé énormément les mondes virtuels, et à mon avis, beaucoup de gens ont commencé à comprendre la valeur de posséder des propriétés et d'être présent dans les mondes virtuels. Donc on a possibilité, voilà, de réinventer des règles, et autant en profiter pour essayer d'être le plus utopiste possible, quoi. Eh ben écoute, excellent, on va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Alota pour m'avoir permis de faire cette vidéo. Merci beaucoup à toi pour la petite visite. J'espère que les viewers ont apprécié. Si vous avez apprécié, surtout mettez un pouce, mettez un commentaire pour Alota pour lui dire merci. Partagez auprès de vos amis qui sont passionnés d'art, de philosophie, d'NFT et tout ça. Je vous vois la semaine prochaine pour une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre la cloche, tout le bazar. Vous connaissez les deals. Merci beaucoup à toi Alota pour ta visite et ta présence et ton temps surtout. Mais merci beaucoup à toi, c'était très sympa. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?